Le parfum séduit, charme et réenchante notre vie. Mais n'aurait-il pas des secrets à nous révéler ? Créée à l'occasion de la Journée mondiale du parfum, cette série de podcasts, Le parfum, des métiers, une passion, décline ses épisodes comme une visite guidée des coulisses de la parfumerie. Qu'ils soient experts de matières premières, évaluateurs, verriers, parfumeurs, apprentis parfumeurs, ces femmes et ces hommes passionnés représentent les maillons de la filière parfum. Ils vont vous raconter les secrets de leur métier. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Cet épisode donne la parole à Olivier Polge, parfumeur de la maison Chanel. Comment devient-on le nez exclusif de la maison Chanel ? Quels sont les enjeux d'un parfumeur au service d'une grande maison ? Quelles sont ses sources d'inspiration ? À la tête du laboratoire de création et de développement des parfums Chanel, il assure la pérennité des parfums entrés dans la légende et imagine les classiques de demain. Il nous dévoilera toutes les facettes cachées d'un métier hors du commun, reposant autant sur l'instinct que les connaissances. Fragrance Foundation Podcast vous souhaite une belle écoute. J'ai découvert ce métier par la famille puisque mon père est parfumeur. Il a lui-même grandi à Grasse dans le sud de la France. Et du coup, autour de mes 20 ans, j'ai beaucoup de choses qui m'attiraient. Je sortais d'une période de l'adolescence où, comme beaucoup d'enfants, on veut faire à peu près tout sauf ce que font ses propres parents. J'avais commencé des études d'histoire de l'art. Un été, j'ai fait un stage dans le laboratoire de mon père et c'est vraiment là que j'ai réalisé que ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression à cette époque-là, et c'est pas tout à fait vrai, que c'était un métier manuel. Même si c'est pas un métier tout à fait manuel, c'est vraiment un métier très expérimental. Il faut sentir les odeurs, voir comment ces ingrédients évoluent dans le temps, comment ils se mélangent. Et il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est au fur et à mesure de faire des essais, des petits mélanges, que l'on apprend ce métier-là. Bonjour, je suis Olivier Polge, parfumeur chez Chanel. Ce contact avec la matière première est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est cette impression de métier manuel que j'espérais faire aussi en faisant ce métier-là. L'idée de transmission dans le parfum est très importante. Je crois qu'on apprend par le contact avec un parfumeur confirmé. Moi, j'aime beaucoup cette idée un peu de compagnonnage. Alors moi, dans l'idée de transmission, j'ai refait le même métier que mon père. Mais quand j'y repense, je crois que je réalisais pas du tout ce que ça voulait dire à l'époque. Ceci dit, mon père, qui lui avait un peu plus d'expérience à ce moment-là, a eu la bonne idée de m'envoyer, c'était peut-être d'ailleurs plus pratique, de m'envoyer apprendre le parfum chez quelqu'un d'autre. Mais je crois que c'était une bonne idée par rapport à ce qui pourrait être le poids de la transmission de père en fils. Ce qui fait que j'ai jamais travaillé avec mon père avant de rejoindre Chanel, où j'ai pris sa succession. Ce qui est particulier chez Chanel dans le métier de la parfumerie, c'est que le métier est totalement intégré. Historiquement, il y a cette chose que j'aime beaucoup rappeler, c'est que au début des années 20, le monde du parfum et de la mode était très différent. Gabrielle Chanel a été la première à créer un parfum qui s'appelait Chanel. C'était le numéro 5. Et elle s'était adressée à un parfumeur qui s'appelait Ernest Beau. Et avec la création du numéro 5, tout de suite, Ernest Beau a été employé par la société Chanel et il a créé le laboratoire. Ce qui fait que les parfums Chanel ont toujours été créés par la maison, et toujours produit par la maison. Le sujet de l'inspiration est très compliqué à expliquer, je trouve, et je crois que c'est un état d'esprit où on arrive à finalement trouver de l'inspiration dans tout. Dans le monde du parfum, l'inspiration, ce sont les parfums. Il y a certaines choses qui sont très importantes et fondatrices pour moi. Il y avait cette phrase de Gabrielle Chanel que j'aime beaucoup, où elle avait demandé à Ernest Beau, pour ce fameux numéro 5, la création d'un parfum artificiel. Parfum artificiel, elle voulait dire un parfum composé. Elle a donné l'explication évidemment, et elle avait exprimé et fait un parallèle entre son métier de couturière et de parfum. Elle voulait un parfum construit, comme on construit une robe, comme ça. Et justement,
de cette manière, dépasser un petit peu une vision très parfumeur du parfum, et elle voulait qu'on dépasse l'idée ou l'esthétique de la matière première. Et du coup, par cette combinaison, comme ça, on exprime quelque chose d'un peu plus insaisissable, un petit peu plus mystérieux, et probablement plus poétique du coup. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de l'évolution de nos parfums chez Chanel, cette idée de composer beaucoup nos parfums, de faire évoluer aussi l'identité des matières premières quand on choisit nos qualités ou quand on participe à l'élaboration d'une nouvelle matière première, on n'essaie jamais de reproduire la nature, mais toujours d'essayer de transformer l'identité des matières premières. Donc les parfums Chanel sont toujours des parfums abstraits, souvent assez complexes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça fait partie de notre signature. Et donc tous ces paramètres, sans rentrer dans des choses trop techniques comme ça, font qu'on a un univers comme ça qu'on essaie sans cesse de réinventer au fur et à mesure d'une nouvelle histoire qu'on raconte. Le résultat final, c'est cette odeur comme ça immatérielle qui est transportée dans l'air et qu'on ne voit pas, mais à la base, ça commence avec des vraies matières premières, avec souvent un travail agricole et quelque chose de très matériel. On aime dire qu'on fait chez Chanel des parfums de la fleur au flacon, et c'est en référence à cette chose très particulière qui a été qu'on s'est rapproché dans certains cas, et pour les matières premières les plus importantes, des agriculteurs. Et c'était tout à fait novateur puisque ça datait de l'époque de mon père, à la fin des années 70, début 80, comme ça, quand il devait s'approvisionner en jasmin de Grasse, petit à petit, les quantités étaient de plus en plus difficiles à réunir par des faits très très simples. Sur la Côte d'Azur où pousse ce jasmin, il y a eu une pression immobilière comme ça qui faisait que les agriculteurs revendaient leur terrain et des maisons étaient construites. Et il s'est rapproché de la famille qui était les plus grands exploitants agricoles de fleurs à parfum à Grasse, qui sont la famille Muhl. Et du coup, depuis les années 80, on s'est associé avec eux pour pérenniser cette culture qui avait tendance à partir dans d'autres pays. Les différences olfactives, même d'un même végétal, quand du jasmin pousse à Grasse ou en Égypte ou en Inde, qui sont donc les trois endroits importants pour le jasmin pour nous, eh bien, il y a des qualités olfactives différentes. Et comme le numéro 5 a été créé avec du jasmin de Grasse, on continue aujourd'hui à utiliser le jasmin de Grasse pour cet extrait du numéro 5 qui a été créé en 1921. On voit la matière première comme le premier stade de la création des parfums. C'est-à-dire qu'au moment où on extrait la matière première, eh ben on essaie toujours de développer une méthode d'extraction ou des sortes de raffinage d'extraction, post-extraction quelque part, qui viennent un petit peu bousculer l'identité de la matière première brute. Du coup, ce contact avec les matières premières ou les différentes récoltes tout au long de l'année rythme beaucoup les étapes mon année et les étapes de création. L'année commence par l'approvisionnement et la sélection des agrumes en Italie, suivi par la fleur d'oranger, la rose en mai, à l'automne par exemple le jasmin. Et il y a toutes les autres petites matières premières comme ça qui sont aussi des fois moins saisonnières. On obtient du bois de santal tout au long de l'année et ainsi de suite. Je crois qu'il y a quelque chose de palpitant dans mon métier, c'est au moment où on commence une nouvelle composition. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau parfum, il faut avoir cette idée comme ça, olfactive, nouvelle, et ces premiers assemblages qui sont très durs à concevoir. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus palpitant. Mais si je fais ce métier-là, c'est parce que j'en aime vraiment toutes les autres étapes. Je pense que la particularité du parfum, c'est que c'est une éducation que l'on n'a pas. Ce sont que des expériences qui fait que le jour où on décide de devenir parfumeur, finalement, on n'est pas bon. Donc il faut développer ce sens. Et finalement, souvent le malentendu, la question, c'est pas d'avoir un bon nez ou un meilleur nez. Je ne sens pas ce que vous ne sentez pas.
Mais par contre, je sais le caractériser, j'apprends un peu à décomposer aussi. Je peux dire que telle odeur a un côté un peu boisé, épicé à la fois, voilà. Et puis après, du coup, l'apprentissage du métier se fait au contact des odeurs, et c'est comme ça, en y revenant tous les jours, que le nez s'affine, aussi bien au niveau de l'odeur propre que de ses compositions. Ce qui fait que c'est un métier qui demande un apprentissage long. Si je devais résumer en un mot mon métier, je parlerais d'instinct. C'est un métier expérimental, il n'y a pas de règles. Je crois qu'il faut arriver tous les matins dans son laboratoire avec une curiosité, vraiment une envie. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'un parfum est fini, qu'il est bon, qu'il exprime ce que l'on veut? La contrainte de l'univers me plaît et elle est génératrice, effectivement, de création. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum.